Veuillez identifier l'affaire inscrite au rôle, s'il vous plaît. La greffière d'audience. Bonjour, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges. Affaire IT 95-9 TS. Le procureur contre Milan Simic. La Présidente, je vais demander aux parties de se présenter l'accusation en premier lieu. L'accusation. L'équipe de l'accusation est ici au complet. Maître Jetchevich. Bonjour Madame la Présidente, Catherine Bale et moi-même, Slobodan Jetchevich. Nous défendons les intérêts de notre client. La Présidente, je remarque que l'accusé est présent. L'audience devait commencer à 16h30. Nous avons été un peu retardés pour des raisons techniques, mais nous sommes prêts maintenant à prononcer le jugement. Nous sommes ici afin de présenter le résumé du jugement portant condamnation dans l'affaire du procureur contre Milan Simic. Le présent résumé ne fait pas partie du jugement. Le seul compte-rendu faisant autorité sur les décisions de la Chambre de première instance figure dans le jugement écrit qui sera mis à la disposition des parties par le greffe immédiatement après l'audience. L'accusé Milan Simic, un Serbe de Bosnie de 42 ans, a initialement été mis en accusation par le procureur, conjointement avec Blagoje Simic, Simo Zaric, Miroslav Tadic, Stevan Todorovic et Slobodan Milkovic, pour des crimes qui auraient été commis dans la région de Bosanski Shamac, au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine en 1992. Milan Simic s'est constitué prisonnier volontairement auprès du tribunal le 14 février 1998. Lors de sa comparution initiale, le 17 février 1998, Milan Simic a plaidé non coupable des charges retenues contre lui dans le premier acte d'accusation. Le premier acte d'accusation établi contre lui a été modifié et sa version la plus récente, le quatrième acte d'accusation modifié, a été déposé le 9 janvier 2002. Le quatrième acte d'accusation énonçait 7 chefs à l'encontre de Milan Simic. On lui reprochait des persécutions et crimes contre l'humanité, chef 1, des services corporels et des tortures infligées à 6 victimes identifiées sous 2 chefs de torture en tant que crimes contre l'humanité, chef 4 et 7, des actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité, chef 5 et 8, et des traitements cruels en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, les chefs 6 et 9. Toutes les infractions énoncées dans l'acte d'accusation établi contre Milan Simic auraient été commises entre septembre 1991 et février 1993. Milan Simic a été mis en liberté provisoire à 2 reprises dans l'attente de l'ouverture de son procès. La première fois, c'était du 26 mars 1998 au 7 juin 1999 et la deuxième fois, du 7 juin 2000 au 13 août 2001. Le procès de Milan Simic et de ses co-accusés, à savoir Blagoje Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric, relative au quatrième acte d'accusation modifié, a débuté le 10 septembre 2001. Le 13 mai de cette année, une requête conjointe confidentielle sollicitant l'examen d'un accord portant sur le plaidoyer de culpabilité de Milan Simic, conclu entre ce dernier et le bureau du procureur, a été déposée. À la demande des parties, la Chambre de première instance a ordonné que les audiences se tiennent à huis clos en application de l'article 62 ter C du règlement. Lors d'une audience qui s'est tenue le 15 mai 2002 en application de l'article 62 bis du règlement, Milan Simic a plaidé coupable des chefs 4 et 7 de l'acte d'accusation, c'est-à-dire 2 chefs de torture en tant que crime contre l'humanité. Après acceptation du plaidoyer par la Chambre de première instance, l'accusation a retiré les autres chefs concernant Milan Simic et la Chambre a ordonné que l'instance de Simic soit disjointe de l'affaire le procureur contre Blagoje Simic et consorts le 28 mai 2002. On trouvera un descriptif détaillé des faits fondant les allégations admises par Milan Simic concernant le comportement criminel
appuyant ses déclarations de culpabilité pour les chefs de torture. Ce descriptif donc figure dans l'accord portant sur le plaidoyer de culpabilité et les joints en annexe A à la requête conjointe déposée par les parties. Milan Simic et l'accusation ont convenu que certains faits et allégations précis relatifs aux chefs 4 et 7 de l'acte d'accusation seraient prouvés au-delà de tout doute raisonnable si l'accusation devait entreprendre de présenter de nouveaux éléments de preuve. Milan Simic a reconnu que ces crimes avaient été commis alors qu'il occupait des fonctions de responsable officiel. Lors de l'audience consacrée à la fixation de la peine du 22 juillet 2002, la Chambre de première instance a levé la confidentialité de tous les dépôts relatifs à ces débats, y compris du compte-rendu de l'audience, pendant laquelle l'accord sur le plaidoyer a été conclu, mais à l'exception de la confidentialité de l'accord lui-même. Milan Simic a fait une déclaration au début de l'exposé des arguments de la défense, en exprimant ses regrets et ses remords sincères pour ce qu'il avait fait à ses camarades, à ses concitoyens et à ses amis de l'école primaire. Il a saisi l'occasion qui lui était donnée de leur demander publiquement pardon. L'accusation a demandé à la Chambre de première instance d'imposer une peine de 5 ans alors que la défense sollicitait une peine de 3 ans. La Chambre fait observer qu'en suggérant une fourchette de peine, les parties ont dûment admis que la Chambre n'était pas tenue par leurs arguments. En déterminant la peine, la Chambre de première instance a pris en considération les éléments qu'il convient de prendre en compte pour fixer une juste peine, à savoir la gravité des crimes, y compris des circonstances aggravantes ou atténuantes, ainsi que la grille générale des peines d'emprisonnement telle qu'appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie. Les parties, dans l'accord sur le plaidoyer de culpabilité comme dans leurs exposés, ont fait référence aux témoignages entendus au procès de Milan Simic et de ses co-accusés, jusqu'à ce que Milan Simic revienne sur son plaidoyer de culpabilité. En conséquence, la Chambre de première instance a tenu compte de ces témoignages lorsqu'elle a estimé que c'était nécessaire. Nous allons maintenant passer en revue les principaux éléments pris en considération par la Chambre de première instance pour la fixation de la peine, en commençant par les circonstances aggravantes. Milan Simic a été déclaré coupable de torture, un crime contre l'humanité, sur la base de 2 chefs d'accusation. D'emblée, la Chambre de première instance insiste sur le fait que le crime de torture est un crime particulièrement atroce et qu'il constitue l'une des atteintes les plus graves à l'intégrité physique et mentale des personnes. Milan Simic était membre de la cellule de crise serbe et occupait les fonctions de président du conseil exécutif de l'assemblée municipale de Bosanski Shamac, à l'époque où il a commis les crimes dont la Chambre l'a déclaré coupable. S'agissant du chef d'accusation 4, Milan Simic a reconnu qu'une nuit, entre le 10 juin environ et le 3 juillet 1992, en compagnie d'autres hommes, il avait battu Hassan Bicic, Mohamed Bicic, Perica Micic et Ibrahim Salkic avec diverses armes. Milan Simic a reconnu avoir donné des coups de pied dans les parties génitales des victimes et tiré des coups de feu au-dessus de leur tête. Pour ce qui est du chef 7, Milan Simic a reconnu qu'une nuit, serbe qui accompagnait Milan Simic, armé de couteaux, ont menacé de lui couper le pénis. Au cours de ces sévices, Milan Simic a reconnu avoir tiré des coups de feu au-dessus de la tête de la victime. La Chambre est convaincue que les actes dont elle a déclaré Milan Simic coupable, et tout particulièrement ceux de torture, sont des actes barbares absolument révoltants. Même si les mauvais traitements infligés par Milan Simic à ses victimes n'ont pas duré longtemps, leurs modes de perpétration en font des actes monstrueux. La Chambre de première instance considère que la violence de ces actes, leur caractère sexuel et dégradant, constituent des circonstances aggravantes, dans la mesure où ces éléments ont ajouté aux souffrances mentales et à l'humiliation des victimes. En outre, il convient d'examiner les crimes auxquels Milan Simic a pris part en tenant compte des conditions horribles qui prévalaient à l'époque dans l'école primaire et des traitements inhumains infligés aux détenus dans ce camp de détention. La participation délibérée de Milan Simic au mauvais traitement de certains détenus a contribué à aggraver ses conditions de vie.
La Chambre de première instance conclut que, même s'il n'était pas mis en accusation en tant que supérieur hiérarchique, Milan Simic occupait une position d'autorité dont il convient de tenir compte comme circonstance aggravante, d'autant plus qu'il s'est clairement rendu à l'école primaire à titre officiel. Compte tenu de sa position et du fait de sa participation aux actes de torture infligés aux détenus énumérés au chef 4 et 7, Milan Simic a dû donner l'impression aux personnes qui se trouvaient en même temps que lui à l'école primaire qu'il permettait ce type de comportement, voire qu'il l'encourageait. La Chambre est convaincue que les victimes de Milan Simic étaient incontestablement dans un état d'infériorité et de vulnérabilité extrême, dans la mesure où elles étaient sous la garde et sous le contrôle des autorités de Bosanski-Shamatz. En effet, ces personnes avaient toutes été détenues pendant plusieurs mois, au cours desquels elles avaient déjà subi des sévices infligés de manière brutale et prolongée par des tiers. Elles étaient donc sans défense et n'avaient aucun moyen de se protéger. En outre, Milan Simic les connaissait personnellement, ces victimes, et il les avait choisies. Comme il en a été convenu dans l'accord sur le plaidoyer cardiaque, la Chambre de première instance est convaincue que, compte tenu de ses problèmes cardiaques, la victime était vulnérable et qu'en lui donnant des coups, Milan Simic a délibérément exploité cette vulnérabilité en lui infligeant de manière intentionnelle de graves souffrances ou douleurs physiques ou en menaçant de le faire. Milan Simic a reconnu avoir commis les infractions dont il a été déclaré coupable alors qu'il était animé d'une intention discriminatoire, dans la mesure où il a délibérément choisi d'infliger des sévices à ses victimes au motif qu'elles étaient soit musulmanes, soit croates, et il voulait les punir, les intimider et les humilier. En conséquence, la Chambre de première instance considère que l'existence de l'intention discriminatoire lors de la perpétration des infractions spécifiques desquels Milan Simic a plaidé coupable, constitue une circonstance aggravante au moment de fixer sa peine. La Chambre de première instance conclut également que les crimes étaient prémédités, dans la mesure où Milan Simic n'avait aucune autre raison de se trouver dans l'enceinte de l'école primaire et qu'il a spécifiquement sélectionné ses victimes parmi les personnes qu'il connaissait. La Chambre de première instance est convaincue de l'existence de 2 épisodes de torture distincts pour lesquels Milan Simic a été mis en accusation et au titre desquels il a plaidé coupable et qui figurent au chef 4 et 7 de l'acte d'accusation. La Chambre est également convaincue que Milan Simic a été impliqué dans 2 épisodes distincts et indépendants. La Chambre imposera donc une peine pour chacune des infractions. La Chambre de première instance va à présent examiner les circonstances atténuantes. Plaidoyer de culpabilité. La Chambre de première instance estime que le fait qu'un accusé reconnaisse avoir commis des crimes et accepte les faits tels qu'ils ont été relatés par les victimes constitue un moyen unique en son genre permettant d'établir les faits de manière incontestable et contribue considérablement à rétablir la paix et à réconcilier les communautés affectées par ces événements. Milan Simic est le 7e accusé, traduit devant le tribunal, à être déclaré coupable sur la base d'un plaidoyer de culpabilité. Plus de 4 ans après sa comparution initiale, l'accusé a plaidé coupable. Son procès avait déjà commencé lorsqu'il a conclu un accord portant sur le plaidoyer de culpabilité. La Chambre de première instance constate toutefois qu'une victime identifiée au chef 4 et qui devait témoigner à charge n'a pas encore comparu devant le tribunal. À la lumière de ces éléments, le plaidoyer de culpabilité aura forcément moins de poids lors de la fixation de la peine que s'il avait été conclu plus tôt ou avant le début du procès. La Chambre de première instance indique toutefois dans le jugement que les aménagements et les transformations conséquentes, notamment le recours quotidien aux installations de vidéoconférence, ont dû être effectués à la fois au quartier pénitentiaire et au tribunal afin de répondre aux besoins particuliers de Milan Simic, besoins résultant de son état de santé. La Chambre de première instance est consciente des coûts que supposent de telles installations et prend acte du fait qu'une partie de ces coûts ne sont plus à la charge du tribunal et donc de la communauté internationale dès lors que Milan Simic a plaidé coupable. La Chambre de première instance conclut en conséquence que bien que le plaidoyer de culpabilité intervienne à un stade tardif, elle tient compte du fait que Milan Simic l'a conclu. La Chambre de première instance conclut que le remords exprimé par Milan Simic lors de l'audience consacrée à la fixation de la peine était sincère. Elle prend également acte du fait qu'il s'est rendu à l'école primaire à l'époque des faits et s'est excusé auprès de 2 de ses victimes. La Chambre de première instance est d'avis que les questions relatives à la mauvaise santé d'une personne déclarée coupable doivent normalement être prises en compte lorsque la peine est imposée.
La mauvaise santé ne constitue qu'exceptionnellement et très rarement une circonstance atténuante. Bien qu'elle n'est pas indifférente à l'aggravation de l'état de santé de Milan Simic et son état actuel, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les problèmes médicaux sont tels qu'ils justifient une réduction de la peine. L'état de santé de Milan Simic n'est donc pas pris en compte en tant que circonstance atténuante lors de la fixation de la peine. La Chambre de première instance estime qu'à la période où les crimes ont été commis, l'âge de Milan Simic et son niveau d'études indiquent qu'il avait atteint un degré de maturité suffisant lui permettant de savoir que ces actes étaient non seulement contraires à la morale, mais criminels, et qu'il a en connaissance de cause profité d'un état de guerre pour commettre des actes violents et abominables à l'encontre de personnes sans défense qu'il connaissait. En outre, le fait qu'il soit d'un naturel bon, ainsi que le décrivent les déclarations sous serment présentées par la défense, ne constitue pas aux yeux de la Chambre de première instance une circonstance atténuante lorsqu'il s'agit d'actes de torture. La Chambre de première instance considère que la reddition volontaire de Milan Simic constitue une circonstance atténuante. La Chambre de première instance considère le fait que Milan Simic n'ait pas de casier judiciaire constitue une circonstance atténuante, bien qu'elle ne lui accorde qu'une valeur relative. La Chambre de première instance souligne la coopération de Milan Simic tout au long du procès et note tout particulièrement qu'il a accepté de suivre les débats depuis le quartier pénitentiaire par vidéoconférence, permettant ainsi que la procédure se déroule efficacement. La Chambre de première instance considère que le comportement de Milan Simic au quartier pénitentiaire et la coopération générale apportée à la Chambre de première instance et à l'accusation tout au long du procès constituent des circonstances atténuantes. Dans la dernière partie du jugement, la Chambre détermine l'importance relative qu'il convient d'accorder aux éléments susmentionnés lors de la fixation de la peine de Milan Simic. La Chambre de première instance a pris en considération et apprécié la culpabilité de Milan Simic et les circonstances particulières de l'espèce dans leur ensemble. Au vu des conclusions orales et écrites de l'accusation et de la défense, la Chambre de première instance conclut qu'il a été établi, au-delà de tout doute raisonnable, que les circonstances suivantes étaient aggravantes. Les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, la position officielle de Milan Simic, la vulnérabilité des victimes et l'intention discriminatoire de Milan Simic. La Chambre de première instance est convaincue que, sur la base de l'hypothèse la plus vraisemblable, ont été établies les circonstances atténuantes suivantes: la reconnaissance de culpabilité, le remords exprimé par Milan Simic, sa reddition volontaire, l'absence de casier judiciaire, son comportement au quartier pénitentiaire au cours du procès. Pour fixer la peine de Milan Simic, la Chambre de première instance a tenu compte de la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, ainsi que du fait que la peine devait refléter l'importance relative du rôle de Milan Simic dans le contexte plus large du conflit en ex-Yougoslavie. La Chambre de première instance constate qu'il n'existe pas actuellement de grille de peine pour des personnes présentant en général les mêmes circonstances que Milan Simic et ayant commis des actes de torture reconnus en tant que crimes contre l'humanité dans des circonstances semblables. Milan Simic était un haut responsable public à Bosanski Sharmac et il a commis des actes de torture dans l'école primaire de Bosanski Sharmac alors qu'il était président du conseil exécutif de la municipalité. Même si Milan Simic occupait un poste de responsabilité à Bosanski Sharmac, la Chambre de première instance n'est pas convaincue qu'il ait joué un rôle particulièrement important dans le contexte plus large du conflit en ex-Yougoslavie. Cependant, Milan Simic a commis des infractions particulièrement graves à l'encontre de personnes vulnérables. Son comportement et le fait qu'il ait infligé des souffrances atroces en se livrant à de violents sévices et à d'autres actes barbares ne peuvent qu'être condamnés au plus haut degré. Dans des circonstances normales, une longue peine d'emprisonnement, voire une peine d'emprisonnement à perpétuité aurait été appropriée. S'agissant de l'état de santé de Milan Simic, la Chambre de première instance a constaté, comme mentionné plus haut, qu'étant paraplégique et ne pouvant se déplacer qu'en fauteuil roulant, Milan Simic nécessite une assistance médicale permanente
notamment une aide quotidienne pour les activités essentielles de la vie de tous les jours. Bien que la Chambre de première instance ait décidé de ne pas considérer l'état de santé de Milan Simic comme une circonstance atténuante pour la fixation de sa peine, elle ne peut ignorer les conditions dans lesquelles il se trouve. La Chambre signale que dans l'histoire du tribunal, il n'y a jamais eu d'accusé se trouvant dans un état semblable. Cette condition crée une circonstance exceptionnelle qui contraint la Chambre de première instance à accepter, pour des raisons d'humanité, qu'il faille tenir compte de l'état de santé de Milan Simic en tant que circonstance spéciale pour fixer la peine. Milan Simic se verra dès lors infliger une peine moins lourde que celle qui aurait dû être appliquée. Ceci ne signifie pas qu'une longue peine d'emprisonnement ne peut être infligée à tout accusé se trouvant dans des conditions semblables. Il convient plutôt d'examiner chaque affaire en fonction de ses propres circonstances. La Chambre de première instance ne considère pas que les conditions de mise en liberté provisoire de Milan Simic constituaient une assignation à résidence, mais plutôt que cela lui a permis de retourner dans sa famille et dans sa communauté en attendant l'ouverture de son procès. Milan Simic était autorisé à sortir de chez lui en respectant certaines limites. Dans ces conditions, la liberté provisoire ne peut être comparée à une détention préventive. Le temps qu'il a passé en liberté provisoire hors du quartier pénitentiaire en attendant l'ouverture de son procès ne sera dès lors pas déduit de la durée de sa peine. Dispositif du jugement portant condamnation est rédigé comme suit. Par ces motifs, au vu des arguments des parties, des preuves présentées durant l'audience relative à la fixation de la peine, ainsi que du statut et du règlement, compte tenu des circonstances aggravantes et atténuantes, et de la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, la Chambre de première instance condamne Milan Simic à 5 ans d'emprisonnement pour le chef 4 et à 5 ans d'emprisonnement pour le chef 7 et ordonne la confusion des peines. La Chambre de première instance décide qu'à la date du présent jugement portant condamnation, une période de 835 jours sera déduite de la peine appliquée par la Chambre de première instance. En vertu de l'article 103C du règlement, Milan Simic reste sous la garde du tribunal international jusqu'à ce que soient définitivement pris les arrangements pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine. En vertu de l'article 104 du règlement, la Chambre de première instance demande au greffe du tribunal de s'assurer, dans la mesure du possible, que l'établissement pénitentiaire où Milan Simic purgera sa peine prendra correctement en charge ses besoins médicaux. Et ceci est la fin du dispositif du jugement. Le tribunal n'étant saisi d'aucune autre affaire, l'audience est levée.